Donc à Paris, il est 10h30 du matin, c'est ça? 10h30, oui. D'accord. Vous êtes du matin ou plutôt du soir Oh, je suis pas très matinale, enfin en tout cas pour la mise en route, c'est toujours un peu long, mais Oh, vous là ça va. vous êtes préparé un café? C'est bon? Oui, exactement. Oui. Non, j'ai un thé à côté de moi. Ah, c'est très bien, Voilà. très bien. Ben, nous sommes au vin, donc Ben oui, vous, c'est l'heure. c'est l'heure, hein, c'est l'heure de l'apéro. Oui. Euh, voilà, voilà. Donc tout le monde va être très, très en bonne forme et et de bonne humeur. Voilà. Écoutez, on va se lancer, hein? Qu'est-ce que vous en Oui. dites? Eh bien, bienvenue, Camille Laurence. Euh, Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Ben, Euh, merci à vous tous d'être là aussi. Merci. Et au nom de l'Alliance française, je voudrais dire vraiment qu'on est honoré d'avoir une autrice, une écrivaine tellement emblématique de ces dernières années. Vraiment, on apprécie et nous sommes grateful, comme on dit ici en Australie. Donc merci, Merci. merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes ici à Sydney, donc au 13e étage de l'Alliance française de Sydney, qui est en plein centre de Sydney. Et nous sommes le 13 septembre. Donc, j'espère que vous n'êtes pas superstitieuse. Il y a beaucoup de 13. Non, ça va. Et vous nous appelez d'où alors exactement? Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire voilà, d'où vous nous appelez et puis aussi peut-être parler de cette pièce que l'on voit autour de vous avec beaucoup de livres, beaucoup d'étagères. Oui, oui, oui. Mais je vous appelle je suis à Paris, je suis chez moi et c'est mon salon, salle à manger. Et en fait, ma table de salle à manger est transformée en bureau, c'est-à-dire que les repas se passent à la cuisine parce que la table de la salle à manger est couverte de livres, il y a mon ordinateur, il y a... Voilà, donc c'est mon bureau, salon, salle à manger. Oh, une nourriture d'un autre genre. Et bibliothèque, parce qu'en Bibliothèque. fait, il y a des livres sur tout sur, tous les murs sont recouverts par des étagères. Très bien, très bien. Et dans quel arrondissement vous habitez alors Je suis dans le 20e, je suis en face du cimetière du Père-Lachaise, qui est un cimetière parisien très, très connu, très visité par des touristes du monde entier. Et en fait, ma fenêtre, je suis au 6e étage, donne sur ce cimetière où sont enterrés de grands musiciens, de grands écrivains. Par exemple, je vais souvent sur la tombe de Marcel Proust, qui est un de mes écrivains favoris. Et voilà, c'est à 2 minutes de chez moi. Très bien, c'est inspirant en tout cas. Oui, ben, c'est inspirant. Alors, parfois, enfin, certaines personnes me disent, mais comment est-ce que tu peux habiter en face d'un cimetière? Ça peut effrayer, parce qu'effectivement, on a vu sur les tombes. Mais moi, au contraire, je trouve que c'est très, j'allais dire, c'est très reposant. Je ne veux pas faire de vilains jeux de mots, mais moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, en fait, cette compagnie. D'accord, d'accord. Mais en même temps, et après, on va se lancer vraiment dans la discussion, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que vous venez de sortir, votre actualité, c'est que vous venez de sortir donc un volume dans la collection Quattro Oui, euh, de Gallimard Quarto, oui, et Quarto. Quarto. Oui. Et quand on a préparé donc cette soirée, on a discuté ensemble de cette collection qui est un peu l'antichambre de la collection de la Pléiade, qui est plutôt réservée aux écrivains morts. Et donc, on avait une petite discussion sur le caractère un peu funeste, mais en même temps très positif, parce que ça marque le seuil d'un écrivain. Donc, on va parler de ce volume également. Mais je trouve que c'est une analogie assez intéressante entre les deux, entre le Père Lachaise et la Oui, collection. En tout cas, on va revenir sur votre parcours et sur vos succès littéraires. On va parler d'amour, de désir, euh, d'écriture de l'amour, d'écriture du désir, et puis un petit peu de sexe aussi, parce que ça va forcément ensemble. Donc, ça va être oui.
le désir et l'amour vus par Camille Laurence au travers de la littérature. Donc voilà tout un sujet qu'on va traiter ensemble dans les 90 minutes qui vont suivre. Voilà. Oui, très bien. Ça vous va? Tout est clair. Ça me va Bien. très bien. Bah, si vous voulez bien, on va commencer par votre parcours, brièvement. Donc, vous êtes né Laurence Ruel le 6 novembre 57 à Dijon, donc en Côte d'Or, donc c'est le nord-est de la France, pas très loin de chez moi, qui habitait en Lorraine, à Nancy. Vous êtes agrégé de lettres modernes et docteur en création littéraire et artistique. Vous avez enseigné à Rouen et aussi au Maroc. Vous avez habité au Maroc pendant 12 ans. Oui. Et j'en profite pour exprimer une pensée amicale au peuple marocain qui a été Ah touché de plein oui. fouet par ce cataclysme, je dirais, ce terrible tremblement de terre. Moi aussi, j'ai vu les images des lieux qui me sont très connus et très chers, des villages de l'Atlas, même à Marrakech. Enfin, il y a beaucoup de villages des environs qui ont été complètement détruits. Et c'est vrai que c'est très, très douloureux de voir ça. Et ma fille est née à Marrakech. Et donc, voilà, nous nous sentons marocaines de cœur. Bah, ça nous fait un point en commun, Camille, parce que ma femme, mon épouse, ma tendre épouse, est née au Maroc et nous nous sommes mariés à Marrakech aussi. Donc, vraiment touchés par cette tragédie. Euh, Vous avez enseigné à Sciences Po Paris. Oui, Vous faites partie du jury du prix Femina et vous êtes maintenant membre de l'Académie Goncourt depuis 2020. Et surtout, vos ouvrages donc, sont traduits de par le monde dans une trentaine de langues. Et donc, vous avez commencé par un texte qui s'appelle Index, que vous avez publié à l'âge de 34 ans, si je ne me trompe pas. Et puis, exact. ont paru successivement Romance, Les Travaux d'Hercule et L'Avenir. Et ces quatre textes forment une tétralogie en fait, qui tisse des motifs récurrents, je lis, autour de la figure borghésienne du labyrinthe. Donc, chacun de ces volumes traite une lettre de l'alphabet ou plusieurs lettres de l'alphabet. Oui, Donc, Index commence par abri et l'avenir finit par zygote, si je ne me c'est trompe pas. ça. Voilà. J'ai parcouru l'alphabet, oui, à travers 4 livres. C'est-à-dire Qu'est-ce que les chapitres commencent chacun par une lettre de l'alphabet. J'ai suivi l'alphabet. Et en fait, au départ, si j'ai fait ça, c'est parce que je n'arrivais pas à écrire longuement. Quand j'ai commencé à écrire, quand j'arrivais en bas de la page, à cette époque, j'écrivais à la main. C'était le tout début des traitements de texte. Enfin, ça n'était pas encore courant d'utiliser un ordinateur. Et donc, j'écrivais à la main. Et quand j'arrivais en bas de la page, ma page blanche, je n'arrivais pas à prendre une autre page pour continuer mon histoire. Et donc, je n'écrivais que des poèmes ou des récits très, très courts qui devaient tenir sur une page. Et à un moment, je me suis dit, mais quand même, je vais jamais réussir à écrire un roman avec cet empêchement-là, qui était un empêchement complètement irrationnel et un petit peu névrotique sûrement. Et donc, j'ai eu l'idée de trouver ce stratagème qui était de commencer par la lettre A, parce que je me disais, bah, si je commence à la lettre A, mon premier chapitre, commence par la lettre A, et ensuite, bah, il y aura la lettre B, la lettre C, et donc je serais bien obligée de continuer pour poursuivre cet alphabet. Et ça a l'air idiot, hein, parce que, bon, mais ça a marché. C'est ce qui m'a permis d'écrire mon premier roman, qui va de A comme abri à F comme fin. Alors, c'était une fausse fin, après F, il y avait G. Hein. Donc, je savais que j'allais écrire un deuxième volume qui commencerait par un Ouais, chapitre qui commencerait par la lettre G. ouais. Très bien. Et quand vous dites ça a marché, c'est un peu un euphémisme au vu du reste de votre carrière. Vous avez engrangé les prix et voilà, vous avez été traduite dans le monde entier, donc ça a plus que marché selon moi. Mais Oui, on va. oui, mais enfin bon, à l'époque, j'ai ressenti ça comme une petite victoire personnelle.
d'arriver à écrire un roman et pas Hmm. seulement une petite nouvelle ou un poème en prose comme je le faisais jusque-là. Bah, merci d'être aussi ouverte avec nous parce que peut-être dans le public, il y a des gens qui aiment écrire. J'en connais quelques-uns d'ailleurs. Donc c'est encourageant de savoir que Camille Laurence a commencé comme ça, à tâtonnant, en faisant Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, c'est un mot d'encouragement. Donc merci, merci Camille. Et sur un autre, peut-être un ton un peu plus triste ou négatif, donc entre le troisième et le quatrième volet donc de cette tétralogie est survenu un drame personnel dans votre vie. Donc en 1994, c'est la perte d'un enfant et vous en avez fait un livre donc qui s'appelle Philippe en 1995 et vous reviendrez aussi sur cette tragédie-là dans cet absent-là. Vous allez nous raconter pourquoi, mais ça a été un moment décisif dans votre carrière littéraire parce que, alors même que les 4 premiers volumes, vous étiez plutôt porté sur la fiction, sur le genre de la fiction, ou en tout cas sur l'exploration de la frontière entre la fiction et la réalité. Euh, Après cet événement-là, vous êtes plutôt tourné vers l'exploration des choses humaines, des sentiments humains dans la réalité, à travers ce que l'on peut appeler l'autofiction. Alors, l'autofiction a pas bonne presse dans la bouche de tout le monde, mais voilà. Oui, ben, oui, ça s'est passé exactement comme vous le dites, c'est-à-dire que j'ai perdu donc cet enfant qui était mon premier enfant, un petit garçon qui s'appelait Philippe, et j'ai éprouvé le besoin, mais le besoin vital, c'est-à-dire que je pense que si je n'avais pas pu écrire ce livre, je n'aurais pas pu continuer à vivre. J'ai écrit ce tout petit récit qui s'appelle Philippe et qui était pour la première fois un récit personnel où je disais je et où je racontais vraiment la vie et la mort de Philippe et en termes très 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 intimes, très personnels. Et je ne pensais pas que je le ferais jamais dans ma vie. Quand j'ai commencé à écrire, je pensais que jamais je n'écrirais à la première personne pour raconter quelque chose de personnel. Ça me paraissait tout à fait à l'inverse d'ailleurs de mon éducation, non pas de mon goût littéraire, parce que j'aimais déjà beaucoup l'autobiographie, mais enfin, voilà, je me disais, non, ça n'est pas pour moi, j'écris des romans. Et mes premiers romans sont des enquêtes policières, des fictions vraiment avec des personnages inventés. Et puis donc est survenu dans ma vie ce drame. Et ensuite, j'ai écrit Philippe à la première personne, donc. Et quand j'ai voulu, 1 an, 2 ans après, revenir au roman, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Je ne pouvais plus écrire des romans traditionnels en inventant des histoires, en fabulant, en créant des personnages qui étaient très différents de moi, à qui il arrivait des choses peut-être comiques ou en tout cas, je n'y arrivais plus. Voilà, c'est tout. J'ai essayé. Euh, et c'est là que j'ai commencé à, à écrire ce que j'appelle moi l'écriture de soi, que je préfère à autofiction, parce que comme vous l'avez rappelé, le mot autofiction est souvent très négatif dans la presse, auprès du grand public. Quand on veut critiquer un livre, quand on veut dire qu'un livre est mauvais, on dit oh, bah, c'est une autofiction, alors que c'est très intéressant en fait, hein, l'autofiction. Ça n'est pas ça, ce n'est pas, comme on le dit souvent, un mélange d'autobiographie et d'autofiction et de fiction, c'est une manière de raconter sa propre vie comme si on était un personnage de roman. Mais en fait, donc en traitant l'histoire qu'on a vécue soi-même comme une narration romanesque avec des scènes qu'on choisit, des moments particulièrement forts qu'on isole dans sa propre vie et qu'on raconte comme si c'était un personnage de roman qu'il avait vécu. Et puis des étirements dans le temps. On peut raconter 10 ans de sa vie en 2 pages dans un roman. Hein. Il y a beaucoup de romans comme ça où on passe tout d'un coup, on passe 20 ans plus tard. Et bien, on peut le faire aussi dans une autofiction.
Donc, il y a, un usage de la temporalité qui est strictement romanesque, et puis le choix des détails qu'on décide de garder ou pas, mais le paysage mental, disons, le côté vraiment intime de l'histoire est vrai. C'est-à-dire qu'il y a quand même un souci de vérité des émotions, du vécu, des sentiments. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Et moi, en fait, après Philippe, je ne pouvais pas faire autrement. Parce que tout ce que j'inventais, que je racontais, me paraissait frivole, creux. Je me disais, mais il y a tellement de choses à comprendre dans notre propre vie, analyser nos sentiments, notre relation aux autres, la manière dont nous aimons, la manière dont nous souffrons, le rapport à la mort, le rapport à la jalousie, tout cela que nous pouvons, que nous sommes, nous écrivains d'autobiographie et d'autofiction, nous sommes les mieux placés pour en parler, puisque nous parlons de quelque chose que nous connaissons, que nous essayons de connaître, qui est nous-mêmes, ce que Proust appelle notre livre intérieur. Et en fait, voilà, depuis maintenant presque 30 ans, je me consacre à ce livre intérieur, c'est-à-dire j'essaie de déchiffrer ce qui s'est écrit en moi, ce que la réalité a écrit en moi. Voilà le projet. Très, très belle façon de l'exprimer. Et aussi, c'est une bonne façon, enfin, apparemment, tous vos livres ont résonné avec le public. Donc, les émotions que vous ressentez vous-même dans votre vie et à travers les pages que vous écrivez, elles sont vraiment contagieuses et communiquées Mais oui, parce que ça, je crois que c'est aussi une erreur qu'on fait souvent de dire oui, l'autofiction, c'est du nombrilisme, on se regarde le nombril, on parle de ces petites histoires. Mais d'abord, moi, quand on me dit c'est du nombrilisme, je dis bah écoutez, tout le monde a un nombril, hein, donc ça concerne tout le monde. Et les émotions justement sur le rapport à l'amour, à la mort, bah, ça concerne aussi tout le monde. Et je crois, là encore, je reviens toujours à mon maître en matière de littérature qui est Proust, plus on va dans le particulier quand on écrit, plus on raconte quelque chose de personnel, plus on a une chance, ça paraît paradoxal, mais ça ne l'est pas, plus on a une chance de toucher, alors peut-être pas à l'universel, mais en tout cas, plus on se rapproche de l'autre. Parce qu'en fait, ce lien avec l'autre existe à travers les mots, à travers la façon dont on va exprimer les émotions. Les émotions se partagent et elles se partagent à travers les mots, la manière dont on raconte, le rythme des phrases. C'est comme une musique intérieure qu'on fait écouter à quelqu'un. Et c'est un partage, la littérature. Non, tout à fait, tout à fait. Et c'est un peu paradoxal parce que quelquefois, si tant est qu'on a les mots, les bons mots pour le dire, quelque chose qui est tout d'abord très intime et très personnel peut tendre à l'universel. Parce que ça va rappeler des choses du quotidien ou des petits soucis voilà, de la vie à un nombre de personnes incroyable. Donc la perte d'un enfant, ça va résonner avec une population malheureusement très large, ou les histoires d'amour, ou le désir, tout ça. Mais on va revenir à tout ça un petit peu plus en détail un peu plus tard ce soir. En tout cas, en 2000, c'est pas le bug de l'an 2000 qui vous atteint, c'est le bug des prix littéraires. Parce que donc en 2000, donc avec un livre qui s'appelle Dans ces bras-là, Camille Laurence gagne le prix Femina, c'est pas rien, et aussi le prix Renaudot des lycéens. Donc c'était un moment, j'imagine, important dans votre carrière que d'avoir ces prix. Et, et aussi, donc, et là, voilà, j'avance dans le temps, mais vous êtes aussi animatrice d'ateliers d'écriture pour l'école Les Oui, Mots, que l'on oui, connaît tous les deux, parce que moi, j'ai aussi suivi des ateliers donc, avec Éline Snebou et Frédéric Sirier, Entre les murs des oui. mots. C'est quelque chose qui nous rapproche aussi. Et c'est quelque chose qui vous plaît de partager je sais pas, vos techniques ou votre expérience d'écriture?
Oui, alors je le fais effectivement avec les mots, mais je le fais aussi avec la NRF, la Nouvelle Revue Française, chez Gallimard. Donc, j'anime plusieurs ateliers d'écriture et j'aime bien, j'aime beaucoup partager effectivement bon, l'expérience que je commence à avoir de l'écriture, à la fois comme écrivaine, mais aussi comme professeur, parce que j'ai enseigné la littérature pendant plus de 20 ans. Bon, je connais les techniques narratives, donc je retrouve là, parce que je n'enseigne plus, en fait, les ateliers d'écriture, c'est une façon pour moi de continuer à transmettre quelque chose de ce qui me tient à cœur, de l'écriture. Donc voilà, c'est quelque chose que je continue à faire. Donc, je ne crois pas qu'on puisse transmettre vraiment, vous voyez, le truc d'écriture, c'est-à-dire vraiment la chose qui va faire que tout le monde peut devenir écrivain. Même si je pense que tout le monde peut être écrivain, mais il n'y a pas quelques recettes qu'on pourrait juste donner comme ça dans un atelier en se disant, bon, voilà, maintenant vous savez quoi faire. Il y a aussi une dimension personnelle et qu'on développe ou pas individuellement. Mais en tout cas, c'est souvent très stimulant pour les participants hein, aux ateliers. Souvent, et j'ai toujours la joie dans chaque atelier que je fais, à la suite, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, d'en voir plusieurs publier un roman. Ça, c'est une satisfaction. Bien sûr, bien sûr. Et il n'y a pas de recette, effectivement. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Alors, tout le monde parle des nouvelles technologies, alors ChatGPT, l'intelligence artificielle. Et donc, je me suis amusé en préparant cette soirée d'utiliser ChatGPT pour savoir ce qu'il pensait de vous. Ah, ah ouais, ça m'intéresse beaucoup, moi, l'intelligence artificielle. Ah ouais, alors allons-y. Euh, Attendez, ah ben voilà. Ah non, il y a un bug de la technologie là. Ah, vous voyez, ça marche pas si bien que ça. Hein. Non, non. Voilà, donc ChatGPT, ce qu'il pense. Donc c'est le Alors, résumé. Donc j'ai tapé la question qui est Camille Laurence oui, et, euh, et voilà ce que la machine nous a sorti. c'est écrit tout petit, j'arrive pas à lire, moi, sur mon écran. Ah Vous bah allez, vous... je vais vous le lire alors. Camille Oui, je veux Laurence, bien. Camille Laurence est le nom de plume de Laurence Ruel, une écrivaine française contemporaine née le 6 novembre 1957 à Dijon, en France. Elle est principalement connue pour son œuvre littéraire, merci beaucoup, qui comprend des romans, des essais, des nouvelles et des œuvres autobiographiques. Camille Laurence a remporté plusieurs prix littéraires au cours de sa carrière. Ok, c'est vrai. Elle s'intéresse souvent à des thèmes tels que l'identité, la mémoire, la féminité et les relations humaines dans ses écrits. Certains de ses ouvrages les plus célèbres incluent Dans ces bras-là, L'amour roman, que je tiens ici et que je recommande, euh, Celle que vous croyez et L'élan. Camille Laurence est une figure Et importante. l'élan? L'élan, L'élan? non? Ah Non, non, j'ai jamais écrit. Non, je ne connais pas ce livre. L'élan? il n'y a Ah, vous pas voyez, ah, l'élan. voilà, première faille de ChatGPT, je Voilà. ne connais pas l'élan. C'est peut-être votre prochain. En fait, il devine ce Ah, qui va bah se passer. voilà. Ah, bah il vient de me donner le titre du roman que je suis en train d'écrire, alors. Ah, il est très fort, hein. Non, il aurait pu y avoir Fille quand même, parce que Fille, c'est mon Oui. dernier et il a eu beaucoup de succès. Bah non. Non, non. Et, fi- et finissent, Camille Laurence est une figure importante de la littérature contemporaine en France et a contribué de manière significative au paysage littéraire français avec son travail. Bon, pas Je terrible, n'aime pas terrible. je n'aime pas ce temps passé là et à contribuer, on dirait que c'est Ah oui, oui, fini. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, une chose, je ne sais pas si dans mon portrait j'ai oublié quelque chose, mais en tout cas, ce qui n'est pas disponible sur Internet ou sur ChatGPT, c'est le moment, le jour, l'heure, peut-être la minute où vous vous êtes mis à écrire. Votre premier souvenir d'écriture,
Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, parce que en fait, c'est un souvenir d'écriture vraiment très marquant, et je pense qu'il a été décisif pour moi, mais ça n'est pas vraiment un moment d'écriture personnelle. Enfin, c'est pas un moment où je me suis exprimée dans ce que j'avais de plus intime. Mais quand j'étais à l'école primaire à Dijon, donc, quand on avait bien travaillé, quand on avait fini son exercice avant les autres, on pouvait aller dans un coin de la classe voir une petite imprimerie. Il y avait une petite imprimerie. Alors à l'époque, c'était l'imprimerie, vous savez, à l'ancienne, avec les petits caractères, chaque caractère métallique comportait une lettre. Et puis on les mettait, on composait les phrases avec des mots un par un, avec les lettres une par une, comme ça. Et puis après, on ancrait et on tirait on imprimait avec l'encre. Bon. Et donc j'imagine que comme c'était l'école primaire, c'était pour nous apprendre à composer une phrase, à écrire sans faire de faute d'orthographe, je ne sais pas. En tout cas, il se trouve que j'allais souvent vers cette petite machine, vers cette petite imprimerie, et que je composais quelques phrases. Et alors souvent, ça devait, enfin, je me souviens plus exactement d'ailleurs ce qu'étaient les phrases, mais ça devait être assez banal. Aujourd'hui, le ciel est bleu, ou je ne sais pas. Et mon bonheur, c'était ensuite d'imprimer, c'est-à-dire que j'avais écrit quelque chose, mais c'était imprimé, c'est-à-dire que c'était fixé, il y avait une trace. Et je crois que ma vocation, si on peut appeler ça comme ça, je m'en suis pas rendu compte à l'époque, hein, mais parce que je ne voulais pas du tout être écrivaine à l'époque, mais je pense que c'est né de là, de l'impression qu'on pouvait garder une trace de ce qu'on avait dit, de ce qu'on avait ressenti. Et voilà, c'est vraiment mon premier souvenir d'écriture. Après, il y en a eu plein d'autres. Je tenais un journal intime, j'écrivais des petits poèmes, comme ça. Mais ça, c'est plus tard. Mais l'imprimerie, quand j'avais, je sais pas, 9 ans, je j'ai jamais oublié. Mhm. Et donc, à l'époque, quand vous étiez une petite fille, vous vous appeliez Laurence Ruel. Oui, Vous avez porté ce nom de nombreuses années. oui, Et malgré ça, quand vous avez commencé votre carrière littéraire, vous avez abandonné votre nom de petite fille, Laurence Ruel, et vous avez choisi donc un autre nom, Camille Laurence. Et Camille, qui est un prénom épicène, mm, euh, pourquoi avoir choisi un nom de plume et aussi ce prénom épicène pour être un homme et une femme à la fois, pour créer un mystère? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, de ce changement de nom? oui. Alors en fait, contrairement à ce qu'on pense souvent quand on me pose la question, je n'ai pas choisi un pseudonyme pour me cacher ou de ma famille ou même professionnellement, parce que c'est vrai que quand on est professeur, on n'a pas forcément envie que les élèves qu'on a sachent que parallèlement on écrit. Donc, mais c'est pas du tout pour cette raison. C'est parce que quand j'ai écrit mon premier roman, enfin le premier qui a été publié, qui s'appelle donc Index, qui commence à la lettre A, comme on l'a dit, j'avais besoin d'un... Parce que c'est ce qu'on appelle une mise en abîme, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Claire Després et qui achète un livre dans une gare. Et elle se rend compte en commençant à lire ce livre que ce livre raconte sa propre vie, et notamment un épisode de sa vie qu'elle croyait complètement passé sous silence. C'est un épisode très dramatique et où elle n'a pas eu le beau rôle. Et elle espérait que ça avait été enfoui, enterré, que plus personne ne se souvenait de cet épisode de sa vie. Et là, elle ouvre ce livre et elle se rend compte que cette histoire est racontée avec tous les détails. Et alors évidemment, elle se demande qui a pu écrire ce livre, c'est-à-dire qui connaît aussi bien sa vie pour pouvoir la raconter de cette façon-là. Et donc, elle part à la recherche de l'auteur de ce livre. Et comme je ne voulais pas qu'elle sache si l'auteur était un homme ou une femme, j'avais besoin que l'auteur ait un prénom épicène, un prénom mixte. Voilà. Et donc, moi, comme je m'appelle Laurence,
Ça ne pouvait pas être Laurence Ruelle parce que là, il n'y avait plus de mystère. Il y avait 50% de la population qui était hors circuit. Donc, j'ai pris Camille, qui est un prénom que j'aimais bien, mais surtout parce que ça peut être un garçon ou une fille indifféremment. Et puis, j'ai mis Laurence, qui est mon vrai prénom, en transformant un petit peu pour que ça ait plus l'air d'un nom de famille. Et ça a donné Camille Laurence, donc auteur d'Index, dans le livre écrit par Camille Laurence, qui s'appelle Index. Donc, si vous voulez, il y avait comme dans les poupées russes, il y avait ce roman à l'intérieur du roman. Et donc, comme j'avais eu besoin de ce pseudonyme dans mon premier roman, eh bien, je l'ai gardé ensuite. Et c'est comme ça que je suis devenue Camille Laurence. Et voilà. Et je me suis posé la question après, quand je suis passée à l'autobiographie, parce que c'est vrai que c'était bizarre, pour Philippe notamment, de signer ce livre, non pas de mon nom, le nom de ma vie réelle, mais en fait, j'en ai discuté avec mon éditeur à l'époque et il m'a dit, écoutez, vous avez déjà écrit 3 romans sous ce nom, Camille Laurence. Je crois qu'il faut continuer. Maintenant, vous êtes identifié comme cet écrivain-là qui s'appelle Camille Laurence et donc j'ai continué. Hmm. Très bien, très bien. Non, mais merci pour cet éclairage. En même temps, dans votre roman, L'amour roman, Oui, à la dernière page, page oui, 269, vous signez Laurence Ruelle, 31 décembre oui. 2002, qui C'est est... vrai, mais avec une ambiguïté parce que comme c'est, je cite une lettre, enfin, je réponds à la lettre d'un ancien condisciple de collège et Mhm. je lui réponds parce qu'il me dit oui, euh, j'ai vu que tu étais devenu écrivain. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est bien toi, la Laurence Ruelle que j'ai connue quand j'étais au lycée, au collège? Et je lui réponds oui, c'est moi, et je signe Laurence Ruelle. Donc, pour moi, je m'amusais de cette ambiguïté. Est-ce que je signe seulement la lettre à laquelle je réponds, enfin, la lettre par laquelle je réponds à ce condisciple, ou est-ce que je signe le roman du nom de Mhm. Laurence Ruelle? Mais enfin, dans tous les cas, ensuite, dans presque tous mes romans, le nom, mon vrai nom, apparaît. Déjà dans l'avenir, il y a un personnage qui s'appelle Ruel, Laurence Ruel, et qui vient assister au tournage d'un film à partir d'un roman écrit par Camille Laurence. Oui, euh, dans un autre de mes romans qui s'appelle Romance nerveuse, le personnage de Camille, qui est écrivaine, a une espèce de double imaginaire, de jumelle mais imaginaire, qui s'appelle Ruelle et qui de temps en temps vient lui dire mais qu'est-ce que tu racontes là, mais ça va pas du tout. Donc dans beaucoup de mes livres, je me dédouble en fait, c'est-à-dire que je fais intervenir Laurence Ruelle dans le roman de Camille Laurence. Mhm. J'ai aimé ça, Ah, ces c'est questions bien, d'identité. c'est bien, Voilà, c'est... donc la figure du double est très très présente dans mes romans. Ah bah c'est, effectivement, c'est intéressant. Enfin, encore une fois, c'est le jeu entre fiction et réalité. C'est ça, c'est ce que vous disiez au début. Oui, oui, mais je ne l'ai pas, quand je suis passée à l'autofiction, mais je n'ai jamais vraiment abandonné cette question qui me passionne de la frontière entre la réalité et la fiction, parce que je pense que dans la vie, c'est la même chose. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, quand on est amoureux, on projette sur l'autre des qualités, on l'idéalise, donc on est dans quelque chose d'imaginaire, hein. Et je cite dans un de mes romans cette phrase du cinéaste Antonioni, l'amour, c'est vivre dans l'imagination de quelqu'un. C'est-à-dire que Mhm. quand vous aimez quelqu'un, en fait, vous l'imaginez. La personne que vous aimez, c'est une personne qui est idéalisée, à qui vous prêtez des qualités. Et d'ailleurs, on le voit bien quand ensuite on ne s'aime plus. Hein. Celui qu'on avait, voilà, qui était l'amour de notre vie, ben, tout d'un coup, on lui voit des défauts, on le voit autrement. Ça veut dire que au début, on avait quand même imaginé certaines de ses qualités. Et donc, c'était une sorte de fiction. Et donc, dans plusieurs de mes romans, je montre cet aspect-là de notre vie aussi.
C'est que nous écrivons notre vie, en fait. Nous imaginons notre vie. Donc, Mm. il n'y a, y a pas une réalité qui serait brute et on pourrait dire, voilà, c'est ça la réalité. Il y a tout ce que nous imaginons, tout ce que nous transformons dans notre esprit, par les souvenirs, par les projections imaginaires que nous faisons, par les identifications, par les parallèles que nous faisons entre notre histoire, celle de nos ancêtres. Enfin, il y a quantité de choses qui font que la réalité est sans arrêt traversée par des fictions ou de l'imaginaire. Ah non, bien Et sûr. c'est ça que je montre dans mes livres. Ouais. Alors, effectivement, l'imagination, et là, vous nous avez un peu parlé du coup de foudre. Alors, du coup de foudre où on rencontre quelqu'un et on lui attribue toutes les qualités dès le début sans même connaître cette personne, quoi. Donc, Mm. c'est un processus qui s'appelle la cristallisation. Et c'est la cristallisation que, je sais pas si c'est Stendhal qui a inventé, mais C'est c'est Stendhal Stendhal, hein. qui a écrit cela, oui. Ouais, enfin, en tout cas, la cristallisation des voilà un peu des affabulations que l'on porte sur l'être aimé de façon Oui, aveugle. Après, il y a beaucoup d'auteurs qui ont traité de l'amour et on va y revenir. Mais Proust, que vous aimez beaucoup, bah, lui, il a beaucoup traité la jalousie. oui, Euh, Flaubert, ça a été le phénomène de l'apparition amoureuse. Et puis Barthes, bah, la solitude de l'amour-passion. Mais on va revenir à tout ça plus dans les détail. Je suis conscient de l'heure, donc je voudrais qu'on avance un petit peu et qu'on parle maintenant. Ah oui. Ah, très bien. Donc voilà, donc l'actualité, donc c'est ce livre Inventer le désir qui il fait 1024 pages quand même. Donc c'est un volume mais qui ce n'est pas un seul roman, hein. non, c'est pas un seul roman. Non, C'est pas je n'ai pas encore écrit un roman de 1024 pages. mais ça contient beaucoup donc de romans, de récits et aussi des interviews. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, c'est tous les livres. Et il y a une sélection, vous m'avez dit la semaine dernière, il y a une sélection des textes qui traitaient du désir. Et donc, dans ce volume, vous explorez les rapports entre les hommes et les femmes. Et il faut au moins 1000 pages pour traiter de ça. Difficile, effectivement, et même plus. Peut-être qu'il y Et aura. c'est pas fini. C'est pas fini, c'est que le début. Difficile de résumer, et on va pas le faire là, mais il y a une phrase quand même qui peut peut-être résumer. Et donc vous dites, je vais vous citer, donc il n'y a jamais eu pour moi de grande différence entre le désir d'aimer et le désir d'écrire. C'est le même élan vital, élan, on y revient, le même besoin d'éprouver la matérialité de la vie. Aimer, écrire, deux points, rester vivante. Oui. C'est vital. Donc, c'est vital pour vous écrire. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? À quoi vous avez pensé quand vous avez exprimé cette phrase? C'est-à-dire, je pense que voilà, se sentir vivant, c'est justement éprouver il y a un mouvement en nous, un mouvement qui nous porte vers l'avenir, vers l'envie de vivre. Et pour moi, les deux mouvements principaux, enfin, il y en a trois d'ailleurs, mais enfin, les deux dont il est question là, dans le passage que vous citez, c'est l'amour, être porté vers quelqu'un par des sentiments amoureux forts, avoir envie d'être avec quelqu'un, avoir envie de parler avec quelqu'un, de le comprendre, de le chérir. C'est un mouvement vital. Ça donne envie de vivre, ça donne un sens à la vie. Et l'autre mouvement, pour moi, qui malheureusement souvent vient compenser l'absence du premier, c'est l'écriture. Hein. Je dis malheureusement parce que souvent, enfin c'est ce que disait Marguerite Duras, on écrit toujours sur le corps mort de l'amour, c'est-à-dire que souvent l'écriture est une façon à la fois de retrouver une histoire d'amour qui a été perdue ou qui a échoué, et puis de la transformer en un objet littéraire qui permette de continuer à vivre et à aimer à nouveau. Donc ça,
c'est le mouvement vital. Mais je commence, je crois que dans la préface de ce quarto, donc Inventer le désir, je cite la psychanalyste Julia Kristeva, qui dit qu'il y a trois manières d'être en vie, d'être vraiment en vie, d'être vraiment vivant. C'est d'être amoureux, d'être en littérature, soit parce qu'on écrit, soit parce qu'on lit, et d'être en psychanalyse. Alors, effectivement, là, on n'a parlé que de la littérature. Quand je dis littérature, effectivement, c'est pas seulement écrire, parce que on peut se sentir vivant quand on lit. Quand on Hum, lit, parce que justement, on partage des émotions qui sont des émotions de vie. Ou d'une manière générale, quand on va à un spectacle, qu'on va au théâtre, qu'on voit de la danse, qu'on va au cinéma, enfin, qu'on voit quelque chose qui nous fait, qui nous fait nous sentir vivants et qui fait qu'on partage des émotions avec l'artiste qui a produit l'œuvre en question ou un tableau. Enfin, donc, tout ça, c'est ce que j'appelle le désir. Alors, parce que le désir, c'est pas au sens réduit de désir amoureux, c'est vraiment tout ce qui nous met en mouvement. D'ailleurs, c'est l'étymologie, c'est l'origine du mot désir. Le désir, c'est le fait de se désidérer. Alors la sidération, c'est quand on reste comme ça, sidéré, on ne peut plus bouger, on est abasourdi, on est devant quelque chose qui nous immobilise. Et la sidération, c'est la peur, c'est l'impossibilité de se mettre en mouvement. Et quand on se décidère, eh bien, on est dans le désir. On arrête d'être statique et on bouge, on se met en mouvement. Et bon, c'est vrai que l'amour, ça produit ce genre d'émotions et l'écriture aussi. hum, Un mouvement vers plus de sens, plus de compréhension. Enfin, c'est hum. comme ça que je le Très bien. sens. Non. Et non, c'est très intéressant. Donc, je vais juste résumer pour tout le monde et puis après, je vais faire juste un petit sondage parce que je suis intéressé. Donc, être vivant, donc il y a trois options pour être vivant. Donc, c'est être en amour, être tombé en amour, être amoureux, être en littérature, donc soit écrire, soit lire, hein, ou être en psychanalyse. On voit juste que levez la main si vous êtes vivant. C'est tout. Donc, c'est quoi? Donc, trois ou quatre personnes sur 40 sont Oh, vivants. ben c'est pas vrai, c'est pas vraiment être vivant, c'est plutôt se sentir vraiment vivant. Oui, 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 mais oui, non, c'est bon. vrai. J'ai peut-être mal formulé effectivement la question. Mais bon, c'est food for thought. Food for thought, je pense que l'opéra. Ah, l'opéra. Bon, ça, c'est un autre sujet. On traitera de ça une autre Ah, fois. l'opéra, oui, oh, ben ça, Ah je oui, suis d'accord. Oui. l'opéra. Alors, si vous me permettez, Camille, euh, j'aimerais lire un extrait. Alors, Oui. j'ai deux extraits. Je suis un peu, je suis, je suis pas décidé parce qu'il y a un extrait qui est un peu chaud, quoi. Et un extrait un peu plus voilà, édulcoré qui traite du désir. Alors, je sais pas, chaud ou édulcoré? Chaud, c'est pas la scène d'ouverture de Non, l'amour non, de non, roman. non, 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 c'est au milieu du livre. Bon, bah, je sais pas, il faudrait que je sache, parce que je suis toujours un peu, c'est toujours un peu gênant quand même, à Oui, voix oui. haute, un passage, peut-être édulcoré, c'est mieux. Édulcoré. Allez, bon, on fait édulcoré. Mais sinon, le passage Oui, chaud, donc, c'est page 82 de l'amour dans euh, les... Et je vous le recommande parce que je l'ai relu plusieurs fois hier soir. oui, oui, mais je veux pas être gênée, moi. Et ça m'a mis en émoi. Voilà, donc je vais vous lire. Donc ça, c'est 77, c'est juste avant, donc c'est crescendo, vous savez, sur le désir. Alors voilà, je vais... C'était après une émission sur l'amour à la maison de la radio. Il achevait lui-même une interview dans le studio voisin et m'ayant aperçu à travers la cloison vitrée, il était entré et s'était assis parmi les rares auditeurs. C'est ce qu'il m'a dit quand je suis sorti. Après s'être présenté et avoir proposé de m'accompagner jusqu'à la station de taxi. Jacques, il s'appelait Jacques, Jacques Blin. J'avais peut-être vu Sauvage, son premier film.
Lui, en tout cas, avait lu Carnet de bal. Je lui avais fait passer une nuit blanche avec ce livre. Il avait rêvé de moi. C'est dire s'il était heureux de cette rencontre. Il n'y comptait pas. Il était heureux. J'avais une voix merveilleuse, grave, avec quelque chose d'un peu masculin, mais infiniment féminine aussi, très érotique. Je marchais vite. Est-ce que j'étais pressé de le quitter? Oui. Une voix si belle qu'il n'avait rien entendu de ce que j'avais dit. Il s'agissait d'amour, pourtant. J'ai ouvert la portière. Il est monté derrière moi. J'ai donné l'adresse au chauffeur. Je voudrais tellement vous embrasser, a-t-il dit. J'ai avancé le visage vers lui. Il l'a pris dans ses mains, puis mes seins, puis mes cuisses. Sa langue me caressait la bouche, l'intérieur de la bouche, les dents, le cou, les oreilles. C'est pas si édulcoré, ça, mais... j'ai écarté les jambes pour que ses doigts y entrent. Il a fermé les yeux, a soupiré comme de soulagement. L'un de ces soupirs qu'ont les enfants devant les trésors. Vous êtes Ah faite non, pour la... là, il faut s'arrêter là. Ah, là, Ah bah, c'est pas ce que vous appelez le passage chaud, mais pour moi, il est là quand même. oui, oui, non, Bon. il est plus chaud que dans mon souvenir. Bon, je vais m'arrêter là. Mais Non, je sais pas quel était l'autre auquel vous faisiez allusion, mais celui-là, bon. en tout cas, il y a, enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il y a une réelle, une réelle poésie parce que quelquefois, quand on écrit, voilà, le désir ou les choses de l'amour ou le sexe, ça peut très vite être graveleux, pas de mon goût. Mais en tout cas, si vous lisez ce livre, je trouve que c'est vraiment amené de façon élégante, etc. Et ma question sur ce passage et sur votre œuvre en particulier, c'est comment vous faites pour, euh, pour réussir ce que tellement d'autres ne parviennent pas à faire. C'est-à-dire, voilà, trouver un style ou trouver un nouveau langage pour écrire quelque chose qui est difficile à écrire. Le Bah, désir, je ne sais l'amour. pas. Justement, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de recette. Vous voyez, si je pouvais expliquer comment je fais, je le ferais, mais c'est à l'oreille, je dirais. C'est quand même. Euh, c'est c'est comment ça sonne, comment ça résonne. Euh, mais il faut aussi oser, quoi. La question, c'est quand même la question il faut oser, quoi. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'une prise de risque. À chaque roman, quand il y a des passages comme ça, euh, bon, je ne dis pas que c'est facile, hein, non. Je pensais que vous pensiez à la première scène de l'amour roman dont on m'a beaucoup parlé, cette scène avec la grand-mère qui arrive, qui entre dans la pièce à un moment où sa petite fille est en situation extrêmement gênante avec un garçon. Et bon, beaucoup de gens m'ont dit, mais c'est incroyable de- d'écrire cette scène, on a presque honte pour elle, quoi, d'être surprise par sa propre grand-mère dans une situation comme ça. Et c'est vrai que c'est difficile à écrire. Même, ça prend du temps, comment on le raconte. Bon, moi, par exemple, là, pour cette scène-là, je m'en suis tirée par l'humour, hein, où je dis que la grand-mère elle entre, mais bon, elle a pas ses lunettes sur son nez, donc bon, ça reste un petit peu flou. Enfin, mais voilà, il faut trouver un angle, un biais. Alors, soit l'humour, soit faire quelque chose d'un peu poétique. Euh, enfin, voilà, il faut trouver un moyen, mais je ne peux pas dire le moyen maintenant comme une recette parce que je ne le connais pas à l'avance. À chaque fois, c'est différent. Mhm, mhm. Et vous avez parlé donc du oui. Donc, est-ce que vous vous enregistrez une fois que vous avez écrit quelque chose? Est-ce que vous vous enregistrez et vous vous Oui, écoutez? oui, oui, je lis, mais pratiquement chaque page que j'écris, ou peut-être parfois j'attends d'avoir deux, trois pages, mais je lis à voix haute. Alors je le fais pas, je m'enregistre pas systématiquement, mais je lis à voix haute, mais 10 fois, 20 fois. C'est vraiment, vous savez, c'est le gueuloir, ce que Flaubert, Gustave Flaubert appelait son gueuloir.
C'est-à-dire, il disait à voix haute ses propres pages et il entendait ce qui n'allait pas oui, dans l'oreille, vraiment. C'était comme ça qu'il jugeait ses textes. Et je le fais et assez souvent, je m'enregistre aussi et je réécoute parfois plusieurs heures ou plusieurs jours après. J'écoute pour entendre ce qui va ou ce qui ne va pas. Et ça marche très bien. J'entends ce qui détonne ou ce qui ne va pas, comme une fausse note en musique. Mhm, mhm. Un mot qui n'est pas à sa place, un rythme de phrase qui ne va pas, une mauvaise liaison avec des hiatus dans les mots. Enfin, c'est vraiment un travail musical, l'écriture, pour moi. Mhm, mhm. Très bien. Donc, on a parlé du désir et on va en rester là sur ce livre-là. Quoique, on va continuer à explorer donc le thème de l'amour. Euh, et euh, et donc il y a cette citation qui est assez intéressante. Donc, le désir veut conquérir et l'amour veut retenir. Le désir, c'est avoir quelque chose à gagner et l'amour, quelque chose à perdre. Donc, vous êtes assez pessimiste sur l'amour en général. Bah, non, c'est-à-dire que là, ce que je voulais dire, si je me souviens bien dans ce passage-là, c'est que là, c'est sur le désir amoureux, hein. C'est que quand on désire quelqu'un, on veut le conquérir, on veut l'obtenir, on veut éventuellement ou la posséder. Alors que quand on aime quelqu'un, euh, on a quelque chose, en l'occurrence, on a quelqu'un à perdre. C'est-à-dire quand on aime quelqu'un, on ressent qu'on pourrait le perdre et que ça serait douloureux de le perdre. Donc on est plus, euh, comment dire, dans les deux cas, dans le désir, dans l'amour, il y a un manque, mais bon, le désir essaie de combler ce manque en attirant à lui la personne, alors que dans l'amour, il y a toujours l'idée que on pourrait perdre la personne, et donc on agit en conséquence. C'est-à-dire que euh, quand on aime quelqu'un, on, on s'arrange pour ne pas le perdre, quoi. Voilà. Hmm. Alors, quand on désire quelqu'un, on s'arrange pour le gagner, pour le conquérir. Mais c'est pas forcément pessimiste. Je pense que c'est une manière de juger, pour moi, si on aime quelqu'un. Si on aime quelqu'un et qu'on fait n'importe quoi, qu'on trompe, qu'on ment, c'est qu'on est prêt à perdre l'autre. Et donc, si on est prêt à perdre l'autre, est-ce que euh, C'est de si ça l'amour. nous dérange pas de perdre l'autre, bon, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Voilà, Hmm. Hmm. c'est un peu Et, ça l'idée. oui, et on parlait de psychanalyse tout à l'heure. Donc, Jacques Lacan donc, a dit, l'amour, c'est offrir à quelqu'un qui n'en veut pas quelque chose que l'on n'a pas. Oui, 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 bah ça c'est ce que on disait tout à l'heure sur l'imaginaire, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est- dans l'amour, on donne ce qu'on n'a pas, c'est-à-dire que l'autre croit qu'on va lui donner ce qui lui manque, c'est-à-dire, et soi-même on croit qu'on va combler l'autre. Alors qu'en fait, c'est une espèce de jeu de dupe, c'est un leurre. On ne comble jamais complètement l'autre. Et puis soi-même, il n'y a pas, ça c'est vraiment une idée de la psychanalyse, euh, il n'y a pas en moi ce qui manque à l'autre. C'est-à-dire, je ne peux pas être le tout de quelqu'un. C'est pas moi qui tout d'un coup vais combler l'autre. Donc il y a un leurre dans la passion amoureuse, dans l'idée que voilà, on peut fusionner et puis on n'a plus besoin de personne parce on est ensemble et c'est la fusion, l'amour fusion, c'est quelque chose qui est toujours très, très destructeur parce qu'il y a forcément un moment où on se rend compte que ben non, l'autre ne peut pas tout nous apporter, l'autre ne peut pas tout nous donner. Euh, voilà, il ne peut pas tout nous donner parce que de toute façon, il ne l'a pas. Hmm. Hmm. Tout ce qui nous serait indispensable, il ne l'a pas. Bien sûr, bien sûr. Et c'est le mythe, il y a un mythe grec comme ça, les deux moitiés. Oui, c'est le mythe d'Aristophane, oui.
Et puis, Les oui, deux oui, c'est ça. moitiés, oui, voilà. C'est l'idée qu'au départ, c'était un être androgyne. Il y avait Mhm. un seul être qui était moitié homme, moitié femme, et que à la suite de je ne sais plus quelle faute, les dieux ont décidé de séparer ces deux moitiés. Et depuis, c'est ce mythe de l'androgyne. Depuis, eh bien, chacun erre, la partie masculine et la partie féminine, chacun erre à la recherche de sa moitié perdue, Mhm. c'est-à-dire vraiment de ce qui va permettre de refaire un, quoi, de refaire l'unité. Mais bon, c'est un mythe parce que jamais on ne retrouve sa moitié exacte là qui va enfin, fusionner avec nous et faire qu'on ne sera plus qu'un. On est toujours deux. C'est ça qui est difficile en fait, c'est que dans l'amour on cherche l'unité, mais on est toujours deux. On est toujours deux personnes différentes Mhm. qui ne peuvent pas se correspondre complètement, On est toujours deux ou tout seul. ou tout seul. Et d'ailleurs, sur ce thème-là, donc, j'ai un autre passage que j'aime beaucoup de vous, Camille Laurence, que je vais lire et je vous promets, là, il n'y a pas de, Bon, c'est pas chaud. Euh, mais c'est une belle définition de l'amour et c'est exactement en ligne avec ce que vous venez d'exprimer. Donc, je trouve ça intéressant. Alors, l'amour, comme vous dites, qu'est-ce que c'est l'amour? La femme avec un grand F, celle qui remplace toutes les autres, c'est ça? Les yeux dans les yeux jusqu'à la fin des temps? La déesse? Moi, je n'y crois pas. C'est une invention de femme pour être la seule. c'est un homme qui parle, hein, Un là. homme qui parle. Oui, oui, Un homme qui parle, oui. ça, oui. Et les enfants, ce n'est pas une invention de femme pour être la seule, ou une invention d'homme pour ne plus être seul, ou l'inverse. Non. Moi, je crois seulement à la déesse. Déesse, les deux lettres. déesse. La différence sexuelle de Derrida. Je crois à cette danse, à la légèreté, à des moments de grâce. C'est tout. L'amour, c'est des mots. C'est beau, ça. Ben voilà. Vous l'aimez ce passage, Camille, Laurent? Oui, 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 Ça vous convient? ça va. Bien. Et un peu sur le même thème, on va maintenant utiliser un autre support. J'aime bien amener voilà, d'autres médias, des extraits de films. Donc, on a un extrait qu'on va regarder d'un film que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous aimez Maïwenn? Parce que Maïwenn, on aime ou on n'aime pas, quoi. Ah oui, oui. Alors c'est lequel de Mon Maïwenn? roi. Ah bah Mon roi. oui. Oh là là, je le connais bien ce film-là, oui. Oui. On va regarder une des scènes donc de ce film avec l'incontournable Vincent Cassel et Mm. l'incroyable Emmanuel Berco. Voilà, donc on va regarder ça et on se retrouve juste après. Peut-être qu'on va augmenter le son pour être sûr que... C'est bon? Hypocrite secrétaire, mes amis, mes frères, faut-il tout gâcher? Comme si le monde était neuf? Comme si c'était le premier matin? Comme si c'était l'aube encore? Il peut remonter là encore? Regarde-moi, je rentre à l'intérieur de la tête du cheval. La vérité, mesdames et messieurs les secrétaires, c'est que ce qui a déjà été gâché, cette déception qui nous fonde, c'est notre liberté. Il faut rien à perdre pour aimer vraiment. Si je t'ai à corps perdu, il faut avoir dépassé tous les vertiges pour oser cet abîme-là. Il faut avoir connu les empires qui vacillent et les plus grands orages pour à cet instant être là avec toi. Il faut avoir tant vécu, tant gâché, tant de fois déjà, pour avec toi ne rien gâcher. L'amour n'est rien quand il est neuf, propre, pur. L'amour avant l'orage n'est pas un choix, c'est une loi. Quand surgit l'événement, l'accident, l'occasion, il faut être là, debout,
retrouver le mot, le geste, le regard. Oui, mon amour. Cet instant, compte sur moi. Je ne le raterai pas. À cette minute, je serai là. Et alors, je vous le prédis, nous serons les vainqueurs. Voilà. C'est beau, non? Belle scène. Je recommande à tout le monde de regarder ce film si vous l'avez pas déjà vu. C'est vraiment un film magnifique. Oui, Camille? ça dégénère beaucoup dans le film, la relation amoureuse. Ouais. Ça montre justement la difficulté de l'amour et comment l'amour peut devenir toxique aussi, hein. Euh, c'est un beau film, oui, très beau film. Et les paroles, là, les mots sont magnifiques. Et il y a une Mm. phrase en particulier, enfin, euh, quand la voix off dit ou quand l'actrice dit ce qui a déjà été gâché, cette Mm. déception qui nous fonde, c'est notre liberté. Oui. Et Ah oui, oui, c'est très beau, mais c'est l'idée de cette déception qui nous fonde, c'est-à-dire qu'à l'origine, il y a un manque, il y a quelque chose qui n'a pas pu se réaliser complètement. Enfin, c'est assez psychanalytique d'ailleurs, cette idée que dès qu'on est séparé de sa mère à la naissance, eh bien, de toute façon, euh, il nous manque quelque chose de l'amour fusionnel, puisque nous ne sommes plus dans cette fusion. Et, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le moment où elle dit je serai là. Enfin, il faut quand l'occasion se présente. Enfin, je, je serai là. euh, Parce que c'est une phrase que moi j'ai reprise plusieurs fois dans plusieurs de mes romans. L'amour, c'est être là. Je crois beaucoup à cette idée que voilà, c'est faire acte de présence, l'amour. C'est être là au rendez-vous, alors quand c'est le coup de foudre, mais aussi ensuite dans l'amour peut-être plus quotidien, c'est ne pas se dérober, c'est être là. Mm. alors l'amour a beaucoup été traité en littérature, dans les livres, dans les films, comme on l'a vu. J'ai fait une petite recherche sur quels sont les 20 meilleurs romans d'amour à lire absolument. Alors, à ma plus grande déception, Camille Laurence, vous n'êtes pas dans la liste. Ah non, je ne suis pas très étonnée quand même. Ah, mais il y a quand même quelques livres récents qui, à mon Ah avis, oui, ah bon, sont en dessus. lesquels? Je vais vous lire juste la liste rapidement. Oui. Euh, donc, Belle du Seigneur, Albert Cohen, Orgueil et préjugés, Jane Austen, Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand, Lettre d'une inconnue, Stefan Zweig, Autant en emporte le vent, Margaret Mitchell, Gatsby le Magnifique, Francis Scott Fitzgerald, Roméo et Juliette, Shakespeare, La délicatesse, David Foïkenos, Avant toi, Jojo Moyes, Anna Karenine, pardon, Léon Tolstoï, L'écume des jours, Boris Vian, Les hauts du Hurlevent, Émilie Brontë, L'insoutenable légèreté de l'être, Milan Kundera, La nuit des temps, Barjavel, En attendant Bojangles, Olivier Bourdeau, Tristan et Iseux, René Louis, Les liaisons dangereuses, de Laclos, L'amour au temps du choléra, Garcia Marquez, Songe à la douceur, Clémentine Beauvais et La dame aux camélias, Alexandre Dumas. Voilà les 20 qui sont sortis. Alors, je sais plus si c'est ChatGPT ou juste Google, Ah mais en tout bon, cas, voilà. Donc, c'est que oui, c'est quand même, je sais pas, ça serait intéressant de savoir d'où c'est sorti parce que Clémentine Beauvais à côté de Belle du Seigneur, c'est d'Albert Cohen, c'est surprenant quand même. Mais bon, oui, non, je suis tout à fait d'accord. Euh, mais en tout cas, c'est un thème qui a été beaucoup traité et je serais curieux de savoir votre opinion sur qu'est-ce qu'il y a de plus à dire sur le thème de l'amour qui n'a pas déjà été dit. oh bah, je crois que on peut dire à la fois que tout a été dit et que ce qui est important, c'est la façon dont on le dit. Parce qu'évidemment, depuis
depuis des siècles que on parle d'amour en littérature et dans les chansons et dans les opéras enfin, je veux dire, l'amour, c'est le thème universel depuis toujours, en fait, dans l'art et dans la vie. Mais ce qui compte, le réinventer à chaque fois dans une forme nouvelle. Parce que sinon, c'est d'une banalité, tous les romans qui parlent d'amour. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment... Alors, il y a des grands romans qui vont tellement au fond des choses, justement comme Proust ou Belle du Seigneur, qui prennent un aspect, une situation particulière de l'amour pour la décortiquer d'une certaine façon et peut-être nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes en tant qu'amoureux ordinaires que nous sommes. Mais je pense quand même que on n'a pas fait le tour de l'amour, hein, on n'a jamais fait le tour de l'amour, mais enfin, ce qui est important maintenant, c'est la manière dont on le raconte. Hein. Le style, la voix de chaque auteur pour dire son histoire d'amour. Voilà, soit l'histoire qu'il invente, soit la sienne, mais je crois qu'on ne sera jamais lassé de lire des histoires d'amour. C'est un thème universel en tout cas et qui plaît à beaucoup de monde, ça c'est sûr. D'ouvrir les questions, de prendre vos questions, parce que sûrement vous avez des questions, je voudrais juste vous faire passer, Camille Laurence, à ma section questions mitraillettes. Pour ceux Oula. qui étaient là la dernière fois, il y a des petites questions mitraillettes, il faut répondre très rapidement. Oui. Voilà, et puis après, on, on prendra vos questions. Donc voilà, ça commence. Donc, le plus grand film d'amour. Déjà, je suis très, très nulle pour cet exercice parce que je ne suis pas du tout mitraillette. En général, il faut que je réfléchisse beaucoup. Alors, déjà, le plus grand film d'amour, Dernier tango à Paris. C'est bizarre, hein, mais Ouais. oui. La meilleure chanson d'amour. Oh là, il y en a tellement, meilleure chanson d'amour. Ou une chanson d'Edith Piaf, je pense, mais laquelle Hymne à l'amour. Ouais. Hymne à l'amour, voilà, Hymne à Ouais. l'amour. Hymne à l'amour. Très cherché, merci. Et ne me quitte pas, Jacques Brel. Ah oui, ne me quitte pas. Ah Jacques Brel. aussi. C'est bon. Bah, c'est oui, de désespoir amoureux, là. Oui, oui, oui. Un peu plus facile ou difficile, James Dean ou Marlon Brando? Bah, Marlon Brando, puisque j'ai cité Dernier tango à Paris, où c'est Marlon Brando Voilà. qui dans une espèce de désespoir terrible, quoi. C'est aussi un film sur le masculin, enfin bon, cela dit, j'aime beaucoup James Dean, mais enfin, s'il faut vraiment choisir, voilà, c'est Marlon Brando. Et dans Être amour et nommer désir, il est extraordinaire, Marlon Brando. Marlon Brando ou Brad Pitt? Bah, toujours Marlon Brando. Et c'est parce que j'ai une photo, je ne vais pas vous la montrer, mais je pourrais aller chercher, j'ai une photo de Marlon Brando, c'est la seule photo d'acteur que j'ai dans mon salon, c'est une photo de Marlon Brando. Donc bon, D'accord. je vais répondre Marlon Brando à tout ce que vous allez me demander. Est-ce que vous avez déjà reçu des refus d'éditeurs? Oui, pour mon premier roman, pour Index. Je l'avais envoyé aux éditions de Minuit, prestigieuses éditions de Minuit, et Jérôme Lindon, l'éditeur bien connu, m'avait répondu qu'il trouvait que le manuscrit était très bien. D'ailleurs, il me l'avait renvoyé entièrement corrigé, donc on avait l'impression qu'il avait eu l'intention de le publier, parce que quand même, on ne prend pas la peine de mettre des notes en marche quand on n'a pas l'intention de publier un manuscrit. Mais finalement, il ne l'avait pas fait. Il m'avait dit, voilà, c'est bien, mais ce n'est pas exactement un livre pour les éditions de Minuit, mais vous trouverez sans peine un éditeur. Et d'ailleurs, je lui avais répondu en jouant bien sur les mots, puisque
quelques semaines plus tard, je n'avais toujours pas trouvé d'éditeur. Je lui avais répondu, puisqu'il m'avait dit, vous trouverez sans peine un éditeur. Je lui avais répondu, je n'ai pas trouvé d'éditeur et de la peine, j'en ai. En fait, quelques jours plus tard, j'ai reçu la- l'accord de POL, qui était mon premier éditeur, qui m'a publié. Donc j'avais pleuré trop vite. À quand remonte le dernier refus? C'est à ce moment-là? Oui, ah oui, oui, j'ai jamais, non, non, non seulement je n'ai plus jamais eu de refus d'éditeur, mais je n'ai même jamais eu vraiment vous voyez, de grandes corrections à faire, parce que souvent on donne un manuscrit et puis ça arrive très souvent, je le vois autour de moi, les amis écrivains, l'éditeur leur dit non, mais la deuxième partie ça va pas, ou il faut que tu remanies le début, ou bien on comprend pas bien, ton personnage, ça va pas. Euh, je n'ai jamais eu ça, mais pour une raison simple, je crois, c'est que quand je donne mon manuscrit, alors parfois il me faut 3 ans pour l'écrire, mais quand le donne, je le donne parce que c'est ça que je voulais faire. Et donc, si derrière quelqu'un me dit ah ben non, ça va pas du tout, euh, ça va pas du tout pour moi, et je change d'éditeur, mais ça ne m'est jamais arrivé. Voilà. Mais je peux entendre des critiques, mais des critiques de détail, mais pas il faut changer la deuxième partie, par exemple. Ça, c'est pas possible. Parce que j'ai pas 3 ans dessus, je sais ce que je fais, je sais ce que je donne. Voilà, c'est très assumé quand je donne un manuscrit. Mhm. Bon, bah, que ça continue comme ça, je touche du bois. Ouais, et moi aussi, j'espère, oui. 1000 coups de foudre éphémères ou un amour éternel? Oh ben, un amour éternel. Mais enfin, maintenant, c'est plus tard, hein. Enfin, alors, l'éternité sera un peu courte maintenant si je rencontre un amour éternel. Est-ce que vous êtes heureuse d'être avec nous ce soir? Très, très heureuse. Bonne Je suis réponse. très contente de vous voir et de l'ambiance que je trouve très, très chaleureuse. Mm. Tant mieux, tant mieux. Est-ce que vous allez venir nous voir un jour à Sydney? Ah bah, si vous m'invitez, bon, le voyage est un peu long, mais je viendrai avec plaisir, vraiment. Mais alors, il faudrait organiser quelque chose pour justifier ce voyage. D'accord. Je vais bien venir faire un atelier d'écriture. Mais il y a des membres du livre à Sydney, me dit Philippe Osterman, qui fait partie de l'équipe de direction de l'Alliance française. Donc, on note, mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Bon, Voilà. d'accord. Voilà pour les questions. Bon, c'était pas terrible, hein. Non, Voilà. Bah, maintenant, enfin, il nous reste à peu près 15 minutes, donc voilà, je voudrais en fait donner une opportunité à vous toutes et tous qui est dans la salle de poser des questions à Camille Laurence. Là, c'est une occasion unique, donc n'hésitez pas. On a un micro, je crois. Donc, est-ce qu'il y a des questions, petites et grandes, chaudes ou édulcorées? Vous y allez. Vas-y, Bonjour Camille, merci beaucoup d'être là avec nous. J'ai une question qui concerne le sujet Writer's Block. Comment vous trouvez l'inspiration et est-ce que vous avez des rituels pour, voilà. j'ai assez mal entendu à un moment là. Comment, Comment vous trouvez l'inspiration? Comment vous évitez qu'il y ait ce qu'on appelle le writer's block, c'est-à-dire le syndrome de la page blanche? C'est ça celle-ci? Oui, c'est ça. Oui, Merci. oui. Ben, en fait, ça n'a jamais été trop une angoisse pour moi. Je n'ai pas l'angoisse de la page blanche, c'est-à-dire je n'ai pas l'angoisse de ne plus avoir rien à raconter. Parce que, comme je le disais, ce qui est important, ce n'est pas tant ce qu'on raconte que la manière dont on le raconte. Donc, en revanche, j'ai l'angoisse de ne pas arriver à trouver une forme adéquate pour ce que je veux dire. Mais l'inspiration, dans la mesure où mes livres sont quand même très inspirés de ma propre vie,
euh, c'est un épisode de ma vie, soit de mon enfance, par exemple dans Fille. Enfin, dans Fille, c'est essentiellement d'ailleurs euh, une histoire quand même très autobiographique, même si je me suis inventé une autre identité dans ce livre-là, mais où je raconte mon enfance jusqu'à l'âge adulte et ensuite comment cette petite fille qui est née dans une famille où on voulait absolument avoir un garçon et où il n'y a eu que des filles, devient elle-même mère d'une fille. Elle perd un petit garçon, donc vous voyez là c'est très autobiographique, et ensuite elle a une fille et comment se transmet euh, la féminité, comment on continue à vivre avec le sentiment qu'on a été décevante en tant que fille dans sa famille. Bon, voilà, moi, ça suffit. Je pars de ça, c'est rien du tout. Et ça me fait un roman. Donc, vous voyez, l'inspiration, ça n'est pas trouver une histoire extraordinaire, avoir un pitch incroyable. C'est prendre isoler peut-être un moment de ma propre vie. Et puis, il se trouve que j'ai eu une vie quand même assez mouvementée avec des épisodes dramatiques, tragiques. Et donc, c'est vrai que j'ai tendance à revenir là-dessus. Mais aussi, comme vous le disiez dans votre présentation, je m'intéresse à des sujets, donc la question de l'identité sexuelle, qu'est-ce que ça veut dire être une femme, qu'est-ce que ça veut dire être un homme, comment les deux peuvent s'accorder, bon, la question de l'amour, de tous les sentiments amoureux, les relations éventuellement antagonistes comme la haine ou la jalousie, et tout cela, enfin, pour moi, c'est une mine inépuisable. Donc, je n'ai pas de problème d'inspiration quant au sujet. En revanche, j'ai des difficultés parfois, même assez longuement, à trouver la façon dont je vais raconter ça. Comment est-ce que ça va être à la première personne, à la troisième personne? Est-ce qu'il va y avoir plusieurs parties, des chapitres? Est-ce que ça va être linéaire? Est-ce que je vais avoir des ellipses? Vous voyez, toutes ces questions qui sont des questions de narratologie, en fait, c'est ça mon angoisse, mais ça n'est pas le contenu. L'inspiration, je l'ai. Mhm. Donc, voilà, prendre des petites choses qui n'ont l'air de rien et puis en faire un livre. Oui, je pense que oui, C'est vrai. je pense qu'on peut faire un roman, vous voyez, je ne sais pas, je dis ça parfois en atelier d'écriture parce qu'il y a toujours une bouteille d'eau sur la table. Et je dis, bah, voyez, vous pouvez commencer un roman avec cette bouteille d'eau. Cette bouteille d'eau vous fait penser à quoi? La soif, le fait quand vous étiez enfant, que vous ne saviez pas, vous n'arriviez pas, je dis ça parce que c'est un souvenir personnel, j'arrivais pas à boire au goulot. Je m'en mettais partout, ça coulait de Mhm. l'autre côté. Je me faisais disputer par mes parents parce que je ne savais pas boire à la bouteille. Enfin voilà, donc je veux dire, vous pouvez partir d'un micro-objet, d'un micro-événement, et puis après, c'est par extension, vous voyez. Donc, je serais tentée de dire n'importe quoi fait l'affaire, pas exactement, mais quelque chose qui résonne avec votre histoire ou même si vous voulez inventer une histoire, mais vous pouvez partir d'un objet, d'un détail, d'une conversation dans le métro, d'un détail dans le paysage. Et puis ensuite, il faut... et c'est vrai que là, la psychanalyse est intéressante quand on a l'habitude, parce que, vous savez, quand on fait une cure analytique, l'idée, c'est d'être en association libre, c'est-à-dire vous laissez aller votre pensée, enfin, vous dites tout ce qui vous passe par la tête en analyse. Alors, bon, dans l'écriture, il faut recentrer, mais quand même, ça peut être bien au début de procéder par association d'idées. Cette bouteille, pourquoi, l'eau, à quoi ça me fait penser, etc. À une situation du passé, à un souvenir. Et ça ouvre beaucoup le champ des possibilités. Mais il faut s'accorder, c'est peut-être le plus difficile pour commencer à écrire, il faut s'accorder cette liberté. Ne pas se dire, parce que ça revient toujours dans les ateliers d'écriture, c'est pas intéressant.
Parce que c'est ça la peur quand on écrit, c'est de dire, oh ben oui, mais moi, bon, ce que j'écris, mais c'est pas intéressant. Qui est-ce que ça va intéresser? Alors c'est vrai que moi-même, je me dis ça, mais c'est un piège, parce que si vous commencez à vous dire, oh ben bon, que je raconte que j'arrivais pas à boire à la bouteille, tout le monde s'en fiche, oui, oui et non. Parce que justement, tout le monde s'en fiche, mais ça dépend comment vous allez le raconter, quelle émotion vous allez transmettre sur cette enfance. Euh, et vous vous autorisez à penser que ce que vous êtes est intéressant et que ce que vous allez dire est intéressant. Et ne pas être, comme j'ai été pendant des années, dans ce sentiment d'angoisse quand j'étais enfant, parce que c'était une phrase qui revenait très souvent dans ma famille, ne fais pas ton intéressante. Hein, on dit aux petites filles qu'on ne dit pas, on dira beaucoup plus rarement aux garçons, mais aux filles, arrête de faire ton intéressante, arrête de te faire remarquer. Voilà. Et donc, eh bien justement, si quand on s'autorise à écrire, peut-être encore plus quand on est une femme, eh bien, il faut accepter de faire son intéressante. Voilà, vous êtes intéressante. Un bon conseil, voilà, un bon conseil. Voilà, Faites votre intéressant. Charles? voilà. Ce que je voulais dire que les hommes pensent toujours aux choses qu'ils auraient aimé dans leur maman, qui n'a pas pu l'avoir d'elle. Et ce cheveux, le visage, et anglais. Non, je n'entends pas bien parce que c'est un peu, c'est un peu haché. Je vais vous le dire. Oui. Ils ont aimé dans leur maman, ils n'ont pas pu l'avoir d'elle. Je vais le dire. Ce que Charles dit ici, c'est que les hommes cherchent souvent dans la femme aimée quelque chose qui leur rappelle leur mère, leur maman. Voilà. Que ce soit, Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Oui, ah oui. Oui, je pense que ça sera un jour un sujet de roman. Oui. Ou d'essai d'ailleurs. Je ferais bien un essai sur les hommes et leur mère. Et le fait qu'ils cherchent la figure maternelle dans les femmes de leur vie. Oui. Ça, moi, je le ressens très, très fort. C'est étonnant que vous disiez ça parce que c'est vraiment quelque chose qui me hante, oui. Mais ce n'est pas une question, c'est une remarque. Ah, c'est une remarque, c'est une remarque. Oui, oui. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Vous m'entendez? Oui, enfin, j'entends. Ce sera mieux avec le micro. Ah oui, je m'appelle Michel. Je peux peut-être dire pour tout le monde que c'est assez impressionnant, qu'on est assez impressionné par votre carrière, la biographie et votre façon de vous exprimer également, de nous exprimer tout ça. Et on dit ça, il y a une chose qui est l'autofiction, dont vous avez parlé un petit peu. Vous avez parlé un petit peu pour expliquer, c'est pas de l'autobiographie, etc. Et je peux aussi dire qu'au début, vous vous êtes bien rendu compte qu'Olivier était un petit peu impressionné également et qu'il a pris du poil de la bête, si je puis dire, au fur et à mesure. Et c'est jusqu'au moment où il est arrivé à lire cet extrait. Et je voudrais peut-être un petit peu revenir là-dessus pour que vous nous parliez de l'autofiction, de l'extrait. Mais par pudeur, il y a deux parties dans cet extrait qu'il a lu. Il y a la partie du désir et la partie du désir, de l'amour dans le taxi. Okay. Alors, je voudrais que vous nous parliez par pudeur, peut-être, si vous préférez, de la première partie de cette scène. Et si vous pourriez nous expliquer, est-ce que c'est une scène vécue? Est-ce que c'est de l'autobiographie? Qu'est-ce qui vous a inspiré ça? Parlez-nous un petit peu de cette scène, pour qu'on comprenne un peu comment vous avez écrit ça. Ouais. Alors d'abord, bon, c'est quand même compliqué de vous dire si c'est une scène vécue ou pas. Vous pouvez un petit peu le déduire de ce que j'ai dit, de, de, de ce qu'est l'autofiction pour moi. C'est-à-dire que ce qui a été, encore une phrase de Marguerite Duras que je trouve vraiment très, très éclairante, elle dit à propos de ce qu'elle écrit, mais de ce qu'elle aime dans l'écriture, elle dit les événements ont été vécus et il faut que les événements aient été vécus. Mais ensuite, ce qui a été vécu est remplacé par ce qui a été écrit. Et alors là, je me sers de cette phrase pour vous répondre parce que
évidemment que quelque chose de l'ordre de ce qui a été lu a été vécu. C'est-à-dire la rencontre, une espèce d'attirance, y compris d'attirance sexuelle immédiate. Quelqu'un qui est avec un homme et une femme qui ne se connaissent pas. Il a entendu sa voix, il la voit, il est séduit. Elle est immédiatement prise en fait dans cette attraction. Qui est l'attraction du désir et qui ensuite est une attirance sexuelle. Ça, je pense que enfin, beaucoup de gens ont pu vivre ça. C'est une expérience justement commune. Donc, je l'ai vécu comme beaucoup d'autres personnes. Mais ensuite, la scène elle-même, par exemple, si vous me demandez si il y a déjà un homme qui m'a, à la fin d'une émission à la maison de la radio, qui m'a raccompagné dans un taxi, eh bien, je peux vous dire non. Mais voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire, c'est ce que je disais à propos de l'autofiction, c'est-à-dire que j'ai vécu l'événement, mais ensuite, euh, cet événement qui est juste l'attraction, l'attirance entre deux personnes, très brutal, avec quelque chose d'un petit peu brutal, comme peut l'être le désir érotique, je le transforme en une scène qui pourrait être une scène de cinéma aussi bien, hein, c'est-à-dire qu'elle entre dans un taxi et il entre derrière elle, il s'assied à côté d'elle alors qu'il n'était pas prévu qu'il prenne ce taxi avec elle. Pour que cette scène ait lieu exactement, alors dans ma vie à moi, elle n'a pas eu lieu exactement de cette façon-là. C'est raconter sa vie comme si c'était un roman. Et c'est ça. Ben là, c'est un bon exemple que vous prenez parce que l'événement a été vécu, mais ensuite il est écrit, je l'ai écrit, et il remplace ce qui a été vécu. Mais il n'empêche que le paysage mental, le paysage sensible, le vécu a réellement été vécu. Et ensuite, il a été écrit. Voilà. C'est s'inspirer de sa propre vie pour décrire quelque chose qui pourrait être une scène différente. Oui, les circonstances sont légèrement différentes, oui. Oui. Mais je dirais le paysage mental, le paysage intérieur, le livre intérieur, pour reprendre le mot de Proust, est vrai. C'est-à-dire que oui, je peux dire que j'ai vécu cette scène. Et ensuite, je la transpose pour qu'elle entre dans le cadre du roman. Elle est décalée, si vous voulez, mais voilà. Donc, je ne peux pas dire voilà, elle n'est pas inventée, mais elle n'est pas non plus exactement décalquée de la réalité. Parce que c'est un peu la définition de la littérature par rapport au journalisme, hein, qui est Voilà, d'écrire. exactement. C'est pas un documentaire, voilà. Exactement. Ça n'est pas un témoignage, si vous voulez, personnel non plus. C'est un roman, oui, c'est une définition de la littérature, effectivement. Oui. Ouais. C'est la richesse de l'imagination. Oui, ouais, tout à fait. C'est ça. Mmh. Tout à fait. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que quand on dit oui, les auteurs d'autofiction n'ont pas d'imagination, c'est pas vrai. Mmh. Ça fait appel effectivement au fantasme, à la transformation du souvenir, et puis à la transposition littéraire. Ou s'ils n'ont pas d'imagination, ça ne se vend pas, en tout cas. Non. Voilà. Oh, mais tout le monde a de l'imagination. Oui. Oui. D'autres questions? Allez-y, c'est votre opportunité. C'est maintenant ou jamais. Hein. C'est une autre personne? Non? Bon, ben. Une question plus facile, bien plus facile. Vous avez dit que vous avez écrit plusieurs livres au début de votre carrière avec des chapitres qui commençaient par la lettre de l'alphabet. J'ai entendu que vos livres ont été traduits dans 30 langues. La question facile, c'est est-ce que les traductions ont respecté l'ordre alphabétique?
Ah ben écoutez, là je peux répondre très facilement parce qu'il se trouve que ces premiers romans, c'est mes 4 premiers romans qui vont de A à Z, n'ont pas été traduits. Tous les autres ensuite, mais ces livres-là n'ont pas Ah, été traduits parce que ce sont des livres, j'étais inconnue, et comme on sait, les traductions vont surtout aux livres qui ont du succès dans le pays d'origine. Et donc, à partir de Dans ces bras-là, qui a eu le prix féminin en 2000, tous mes livres ont été traduits dans des dizaines de langues, mais aucun éditeur étranger n'a eu l'idée ou le courage de revenir à mes premiers livres, hein. Et donc, ces livres-là ne sont pas traduits. Mais de toute façon, tous mes livres posent d'énormes problèmes aux traducteurs, ça c'est sûr, hein. Et bon, évidemment, l'alphabet, bon, et l'alphabet, je fais énormément de jeux de mots, je joue beaucoup sur les sonorités, sur le sens des mots. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux de mots. Et donc, c'est un casse-tête. J'ai eu l'occasion de faire des séminaires, des colloques avec plusieurs de mes traducteurs en Chine, en Allemagne récemment. C'est très, très difficile de traduire mes livres. Mais bon. mais surtout ceux de l'alphabet, parce qu'effectivement, les À mots, l'alphabet, bien on sûr. commence par une autre lettre dans d'autres langues. Ah bah, Donc, bien sûr. Et puis les alphabets ne sont pas tous, je veux dire, si vous traduisez en chinois, en voilà, japonais, en exactement. vietnamien, bon, Bonne question. l'alphabet, bon. Donc, bien sûr, bah, on peut pas, on est obligé de trouver des Ouais. équivalents. Mais ça m'intéresserait beaucoup qu'il y ait une traduction d'Index, par exemple, Hmm. qui est le premier. Oui. Ben, moi, je veux bien, Camille Laurence, vous le traduire en anglais. Non. Si. Attention, Si. je vous prends au mot là, hein. C'est vrai? Non, c'est vrai, c'est vrai. Je m'engage It's devant a deal. en public. Donc, Ok, hein, si vous êtes jamais tous ça vous, témoins, c'est si vrai? jamais, ouais, ouais, pourquoi pas, avec plaisir. Ah ben, il faut trouver un éditeur. Notez-le, notez-le, mais je Je le m'engage. note, je le note, Olivier. Alors, Olivier, en plus, Camille, c'est enregistré, donc vous aurez même j'ai la preuve, oui. voilà, vous avez la, Je peux vous le rappeler si vous l'oubliez. Oh, mais je là, serais tellement contente, mais ça serait génial. ça serait avec plaisir. Ah bah vraiment, mais je suis très touchée. Alors là, franchement, Bah, moi encore plus. En tout cas, c'était une très bonne soirée. Camille Laurence, on va devoir s'arrêter là parce que on pourrait continuer, hein, j'ai l'impression. On est dans votre salon là, on voit les livres, on ah a envie ben de oui, oui. passer. Mais il y a une manière de continuer cette discussion, toutes et tous, c'est de continuer, c'est d'être en littérature et de continuer à lire Camille Laurence. Donc, les livres de Camille Laurence donc, sont disponibles à l'Alliance française. Donc, il n'y a pas tous les titres, mais il y a certains titres. Donc, il y a Celle que vous croyez, Dans ces bras-là, Fille, qui est excellent, Ni toi ni moi. Voilà. Donc, ça, c'est les livres disponibles à l'Alliance. Et il y a aussi des livres disponibles à la librairie Abyss Bookshop, qui est juste à côté, là, à côté du QVB. Eux, ils ont donc en anglais Little Dancer age 14, fille, donc girl, et Who do you think I am? Voilà, donc vous pourrez continuer à approfondir la discussion qu'on a eue au travers de la lecture. Vraiment, je vous encourage. Euh, je vous laisse le mot de la fin, peut-être, Camille. Mais écoutez, j'ai été très, très heureuse d'être avec vous. Moi aussi, je prolongerai volontiers, mais en même temps, pour moi, il est midi. Ça va bientôt être l'heure du déjeuner. Et ben, bonne soirée à vous, puisque si j'ai bien compris, pour vous, c'est le soir. Tout à fait. C'est le début de la nuit. Merci Merci infiniment. beaucoup. Merci à vous d'avoir été là et de m'avoir écouté. Merci Merci beaucoup. infiniment, Colin. Merci à toutes et à tous d'être venus. Le mois prochain, on aura un autre écrivain dont j'ai fait la connaissance. Je ne sais pas si vous avez lu, c'est Oscar Koufan, qui a gagné le prix de Flore il y a une dizaine d'années et qui est vraiment un personnage super Oui. intéressant, avec une histoire incroyable aussi. Donc, je vous encourage à venir le mois prochain parler avec Oscar. Voilà. Bon, en attendant de venir en vrai, En moi, attendant de hein. venir en vrai. Exactement. Exactement. Merci beaucoup, Camille Laurence, Merci à vous. et à Merci à très vous. bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez ramener vos verres sur le table. Oui, oui.
Oui, bon. Ouais. Et